Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur la vérification des dalles en béton armé avec le module vérification du béton de RFM6. Je suis Milan Gérard, diplômé de l'école d'ingénieurs Polytech Lille. Je travaille au sein de Gloobal à Paris en tant qu'ingénieur support technique et je serai aujourd'hui le présentateur de ce webinaire. Je serai accompagné de Damien Tonnet que je laisse se présenter. Bonjour à tous et bonjour Milan. Donc je suis Damien Tonnet, ingénieur structure spécialisé bois chez Delubal Software. Je suis également du coup chez Delubal ingénieur support technique. Ça va faire depuis déjà 8 ans. Je serai tout au long du webinaire présent pour pouvoir répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser et je pourrai y répondre directement via le chat. Ok, super. On va justement masquer nos caméras pour vous présenter le chat. Voilà, donc vous avez l'interface dans laquelle vous pouvez activer la zone pour poser vos questions. Si l'interface a un peu changé, ce qui est le cas aussi de notre côté, vous retrouverez la zone de questions avec un symbole point d'interrogation. Donc vous pourrez bien sûr poser vos questions. Sinon, vous pouvez également nous envoyer par email directement vos questions info@global.fr, soit pendant la présentation, soit également à la fin de la présentation, on pourra vous répondre. Pour tout réglage audio, vous pourrez également le faire directement sur la plateforme. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire avec aujourd'hui toujours un travail sur le logiciel d'analyse aux éléments finis RFM6 avec pour objectif de vérifier une dalle en béton armé avec le module complémentaire vérification du béton. Donc, la première étape de ce sujet ce sera une analyse statique classique de notre bâtiment à l'aide d'un autre module, modèle de bâtiment, qui va permettre de prendre en compte la notion d'étage. Ensuite, on pourra voir les armatures requises en fonction des résultats ELU et ELS. En fonction de ces résultats, on pourra définir d'autres armatures supplémentaires, mais on va les définir de façon automatique. On vous montrera les réglages. Et ensuite, à la fin de cette deuxième étape, on pourra voir en détail des vérifications, par exemple pour le poinçonnement à l'ELU, ou alors des vérifications d'ouverture de fissures à l'ELS. Et enfin, la dernière partie de cette présentation, ce sera des explications un peu plus détaillées sur le calcul de la flèche à l'état fissuré dans notre modèle, avec également notamment la prise en compte du fluage et du retrait. Voilà, et tout à la fin, on vous donnera quelques perspectives sur d'autres fonctionnalités à venir cette année. Très bien, je vais passer donc directement sur le logiciel. Vous voyez ici RFM6 qui est ouvert avec le modèle, donc déjà modélisé. On va tout simplement vous présenter les charges. Donc la structure, vous voyez, elle est sur 3 étages avec des surfaces, des dalles, des poteaux. On voit ici un modèle en 3D. Le logiciel, lui, va traiter bien sûr les éléments filaires. On voit ici les éléments surfaciques, les lignes qui représentent les poteaux, par exemple. Ça nous permet ici, par exemple, de vous montrer les charges. Voilà, on visualise très facilement les charges surfaciques qui ont été placées sur chaque étage, ici pour le poids propre. Je peux ici sélectionner les autres cas de charges pour vous montrer les charges d'exploitation de type bureau qui ont été ajoutées. La disposition de ces charges, elle va être mise en damier euh, avec une zone définie sur chaque surface. Le cas de charge suivante, on est sur l'autre travée. Et les deux autres cas de charge suivantes, on est donc en quinconce avec notamment le chargement sur le porte-à-faux. Voilà, donc au total 5 cas de charge. La vérification des dalles aujourd'hui, ça va être une vérification en prenant en compte un système isolé des dalles. C'est pour ça qu'on va utiliser le module modèle de bâtiment puisqu'il va permettre de prendre en compte les dalles comme des éléments isolés. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail avec l'activation du module.
Une fois le module activé, on verra qu'on a deux calculs pour les résultats d'analyse statique, un calcul 3D global de l'ensemble du modèle, dans lequel en fait les planchers qui sont ici en surbrillance vont être représentés en tant que plan rigide, et on aura ce plan rigide qui sera transformé en calcul 2D local des différents planchers. Donc je vais vous donner un peu plus de détails par la suite. Donc l'activation de ce module, elle peut venir se faire via le menu fichier ici, et on va venir dans les données de base du modèle. On a ici le deuxième onglet, module, qui nous permet voilà, d'activer l'un des modules spéciaux, le module modèle de bâtiment. Bien sûr, on ne va pas oublier d'activer également le module vérification du béton. Lorsqu'on active le module vérification du béton, on peut également aller dans l'onglet suivant, norme 1, pour vérifier les normes qui sont utilisées pour notre modèle. Ici, on est bien sur l'Eurocode 2 avec l'annexe nationale française de sélectionner. Et on a un récapitulatif de toutes les normes activées ici sur la droite. OK. On peut valider. En ayant activé les modules, on va voir l'interface à gauche qui s'est complétée avec d'autres paramètres d'entrée. Notamment, parmi les derniers de la liste, on a les paramètres sur le modèle de bâtiment. Donc si je développe cette liste, on voit qu'on va pouvoir définir les étages et qu'il y aura aussi la possibilité d'avoir directement des ensembles de planchers, des voiles, des poutres de cloisons, etc. Donc nous, on va juste générer automatiquement les étages. Donc je peux faire un clic droit sur l'option et cliquer sur générer les étages du bâtiment. Voilà, ça a été automatiquement fait et on visualise la cotation de chaque étage ici avec au milieu le centre de masse qui représente la masse totale de chaque étage. Ok, on voit aussi également la liste ici. Je peux double-cliquer sur l'un des étages pour avoir ici les paramétrages et les informations de chaque étage. On voit dans les paramètres globaux le niveau du sol, la définition de la hauteur. Au niveau de la modification de la hauteur de l'étage, on peut définir par exemple en fixe en bas. Et on va pouvoir donc modifier la hauteur. En ayant défini ici, je vais vous montrer en aperçu direct ce que ça donne. Donc je peux cliquer sur cette petite icône, basculer entre une image dynamique et statique. Voilà, ça nous permet de passer de l'infographie à notre modèle réel. Et je peux modifier par exemple la hauteur du dernier étage à 4 mètres. Et on voit ici directement la mise à jour de l'étage qui est faite. Voilà, donc nous on va revenir à 3 mètres. Voilà. Donc ça, grâce au module modèle de bâtiment. Au niveau des autres paramétrages, on va d'ailleurs sélectionner tous les étages dans la liste. À gauche, je sélectionne tous les étages avec la touche majuscule. Et au niveau de la modélisation du plancher, comme je vous l'ai expliqué, on va utiliser une modélisation en diaphragme rigide. Voilà, vous voyez ici les planchers qui vont être transformés dans le calcul global en liaison rigide. Et les planchers vont, eux, être calculés en 2D localement avec des définitions de conditions limites. Donc, c'est les options qu'on aura en dessous. Le plancher sera maintenu au niveau des nœuds, soit par défaut avec un appui articulation encastrée, soit avec des définitions de poteau élastique. Nous, on va notamment choisir la dernière option, poteau élastique selon le type de barre. Ça va permettre au plancher 2D d'avoir des appuis avec des ressorts en translation et en rotation en fonction de la géométrie et du matériau du poteau. Voilà, donc on voit par exemple les poteaux qui sont en dessous. En ayant défini ici la définition d'un poteau élastique, on va avoir des raideurs de ressort en fonction du type de barre. Ok, au niveau des appuis linéiques, c'est la même chose. On peut avoir des options sur l'élasticité des murs et on va notamment choisir la dernière option, articulation, articulation. Ok, on valide. On voit ici les liaisons rigides qui sont en plus des planchers modélisés. On va pouvoir les masquer dans le navigateur affiché. Donc je viens ici dans le deuxième navigateur et dans objets spéciaux, je peux désactiver l'affichage des liaisons rigides. Voilà. On voit bien qu'on a toujours nos planchers qui sont ici. Ok. On va pouvoir lancer le calcul pour vous expliquer le fonctionnement de ce module.
On va cliquer ici sur le menu calculer, à calculer, et on va sélectionner les deux enveloppes ELU, ELS. Donc je les sélectionne pour le calcul, je clique sur OK, et la boîte de dialogue de calcul est en cours. La boîte de dialogue, pour l'instant, elle est nommée calcul de la surface de transfert de charge isotrope, et on voit qu'on a 5 cas de charge qui sont calculés. Donc en effet, je vais vous donner plus d'explications après via les résultats sur cette première étape de calcul. Pourquoi est-ce qu'on a un transfert de charge de nos planchers? Ok, donc là on a eu le maillage et maintenant le calcul de l'analyse statique est lancé où on a 3 types de calculs pour chaque combinaison. La rigidité, les étages en 2D, en premier d'ailleurs, et ensuite le modèle global 3D. Donc en effet, on va d'abord calculer chaque plancher en 2D. Ensuite, les efforts de chaque plancher vont être retransmis aux autres éléments, donc notamment aux voiles, aux poteaux. Et on va ensuite avoir un dernier calcul de rigidité des combinaisons, de chaque étage, pour chaque combinaison. Voilà, donc vous voyez ici la trentaine de combinaisons qui est calculée ici. Voilà, donc on a ici les résultats qui vont être disponibles. On va pouvoir sélectionner par exemple dans la liste déroulante la combinaison 1. On va cliquer ici sur afficher les résultats et on voit des résultats de déformation par exemple uniquement sur les voiles. Donc en effet, dans le navigateur résultats à gauche, on voit le type de résultat qu'on affiche, donc on est bien sur des déformations. Et dans la partie tout en haut, analyse des étages de bâtiment, on est par défaut sur la première catégorie voiles. Donc en effet, ce type de résultat donne uniquement les résultats sur les voiles, alors que si on sélectionne la deuxième, on est bien sur le calcul local en 2D des planchers. On voit ici les charges. Et donc, entre les deux types de résultats, entre les deux types de calculs, on a bien un transfert de charge qui doit se faire sur les charges surfaciques, ici sur les voiles. Donc, pour vous montrer ce transfert, je vais pouvoir aller dans le navigateur affiché. Ici, on a l'option surface. Et si j'agrandis un peu mon navigateur, vous voyez qu'il y a l'avant-dernière option, ici, charge de la surface de distribution. Si j'active, voilà, vous comprenez en passant de l'un à l'autre le transfert de la charge surfacique qui est appliqué aux éléments 3D, donc les voiles et les poteaux. Donc vous voyez les charges luniques sur les lignes et au milieu, vous voyez bien les charges nodales. Voilà comment fonctionne le module pour avoir un calcul classique de plancher en 2D. On n'a pas besoin de cette façon d'avoir d'autres modèles de calcul. Tout est intégré dans un seul modèle. Voilà. Donc on va désactiver cette option. On va revenir dans le navigateur et bien sûr on peut afficher l'ensemble avec les voiles et les planchers en même temps. Ok, on va se mettre sur les résultats enveloppes. Voilà, on retrouve les déformations globales sur l'intégralité du modèle. Voilà, donc ce fameux calcul en 2D des planchers, on va l'utiliser du coup pour faire la vérification des éléments en béton. Donc, on passe maintenant sur la vérification du béton. Je retourne dans le navigateur données. En dessous de la catégorie modèle de bâtiment, on retrouve la catégorie vérification du béton. Voilà, donc avec plusieurs paramétrages, notamment 2 configurations par défaut, une à l'ELU, l'autre à l'ELS, qui sont définies. On a également dans ce navigateur un dossier qui a été ajouté, type pour la vérification du béton ici, avec une durabilité par défaut qui est appliquée et d'autres paramètres qu'on va voir par la suite. Également, une autre interface où vous pouvez retrouver les paramétrages de la vérification du béton, c'est ici dans le tableau, dans le dernier élément de la liste, vérification du béton. On retrouve les situations de projet à calculer. Et si on sélectionne ici l'onglet objet à calculer, on retrouve tous les éléments par défaut qui vont être calculés par le module.
Donc nous, on va être juste sur la vérification des surfaces. Donc on va pouvoir désactiver la case tout calculé pour les barres et les nœuds poinçonnement. Et avec la touche supprimer du clavier, on peut supprimer les objets sélectionnés par défaut. Au niveau des surfaces, on voit ici qu'on a toutes les surfaces qui sont calculées. On va se focaliser seulement sur des surfaces de plancher d'un seul étage. Donc je peux par exemple m'isoler un étage, je me mets en vue Y. Je peux faire une sélection lasso d'un seul étage. Et en haut, dans la barre d'outils, on a la possibilité d'afficher la visibilité en fonction des objets sélectionnés. Ok, voilà, donc on a un seul étage qui est sélectionné, on peut désactiver les résultats, on va se mettre en vue dessus, et voici le plancher 2D qu'on va calculer. Je reviens dans le tableau vérification du béton, donc on ne va pas calculer toutes les surfaces, je peux désactiver tout calculer, et je vais pouvoir cliquer ici sur sélectionner graphiquement la surface pour sélectionner manuellement ici dans l'interface. Donc là, on a toutes les surfaces qui sont sélectionnées. Je peux cliquer ici sur ce bouton effacer les objets sélectionnés et je peux faire une sélection lasso sur mes objets qui sont mes objets uniquement visibles. Et on a bien la surface 13 et 14. On valide. Voilà. En ayant validé, cependant, j'ai toujours mes surfaces 13 et 14 qui sont dans la colonne non validée désactivée. Donc, ça veut dire que j'ai des données d'entrée manquantes. Donc, je vais pouvoir aller voir ça directement sur mes surfaces. Je sélectionne les deux surfaces à nouveau. Je double-clique sur l'une d'entre elles et je vois ici les paramètres de ma surface. Juste un rappel par rapport au type de surface qu'on a défini avec le module modèle de bâtiment. On voit qu'on est sur un type de rigidité automatiquement généré en plancher diaphragme rigide. Et dans l'onglet transfert de charge, on retrouve des paramètres modifiables pour le transfert que je vous ai précédemment expliqué. Voilà, donc au niveau par contre du béton, ça va commencer à l'onglet enrobage du béton, où on a un enrobage selon la norme de défini. On a aussi la possibilité d'activer l'option définie par l'utilisateur. L'onglet suivant, c'est les directions d'armature qui par défaut se trouvent selon X, l'axe X de chaque surface. L'onglet suivant, c'est l'armature de surface et on a ici des données manquantes. En effet, c'est pour ça qu'on a nos surfaces qui ne sont pas encore valides. Il nous manque des armatures pour la vérification du béton armé. Donc on va cliquer sur la petite icône ici, créer une nouvelle armature de surface et on va devoir, pour avoir le calcul des armatures requises, au minimum définir une armature sur les nappes supérieures et inférieures de chaque surface. Donc là, je peux tout simplement sélectionner les paramètres par défaut en modifiant le type d'armature en treillis et je peux sélectionner ici la gamme de produits France avec les treillis ST et je peux choisir par exemple un treillis ST50C. Voilà, donc c'est uniquement le module qui a besoin d'un diamètre pour définir la hauteur utile et pouvoir aboutir au calcul de la vérification du béton. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de définir précisément les armatures. Ok, d'ailleurs, vous avez un rappel ici de l'armature mise en place. On valide. Les autres onglets, donc on retrouve l'onglet configuration de calcul. On verra tout à l'heure les configurations par défaut. Et l'onglet flèche, le dernier, on verra le paramétrage dans la dernière partie du webinaire. Ok, on valide ici. Les armatures sont visibles dans l'interface. Au niveau de mon tableau, je vois bien que mes surfaces sont maintenant bien dans la colonne à calculer, qu'elles ne sont plus non valides. Donc je vais pouvoir lancer la vérification du béton. Au niveau de l'interface, donc j'ai un visuel sur toutes les armatures sur la surface, comme ça peut envahir visuellement mon modèle, je peux venir les désactiver dans le navigateur affiché. On va ici revenir dans la catégorie modèle, la dernière option sur les types pour la vérification du béton. On va venir ici développer les armatures de surface, armature longitudinale, et on peut désactiver les armatures de type sur la surface, sur l'intégralité de la surface.
Ok, donc comme ça, elles sont masquées, mais elles sont bien présentes pour le calcul. Au niveau de la configuration ELU-ELS, je reviens ici dans le navigateur données. Je peux double-cliquer sur la configuration par défaut. Vous voyez ici les paramètres de vérification qui sont par défaut configurés pour le calcul des dalles, avec une optimisation des efforts internes, avec le calcul des armatures minimales pour les dalles, pareil pour les armatures maximales. On voit également la possibilité de paramétrer la capacité d'effort tranchant. Voilà, donc, tous ces paramètres, on va les laisser par défaut puisqu'ils sont correctement définis pour le calcul de dalle. Ok, et si on regarde pareil pour l'ELS, cette fois-ci, on retrouve également des paramètres de la norme avec la limitation des contraintes acier-béton ici, le calcul des aires d'armature minimales. On va d'ailleurs changer ici l'approche avec une sollicitation directement en flexion, puisqu'on sait qu'on est sur des éléments de type dalle, donc en flexion, pour imposer notre coefficient cassé directement à 0,4. La flèche, comme ce sera la dernière partie du webinaire, je peux la désactiver pour l'instant. Et je vérifie bien que j'ai l'option de détermination des armatures longitudinales ici qui est bien activée pour calculer automatiquement les armatures requises à l'ELS. Voilà, je peux valider la configuration ELS que j'ai modifiée et dans le tableau, ici, je peux cliquer sur ce bouton avec l'œil pour afficher les résultats. Et donc là, on a de nouveau la boîte de dialogue de calcul qui récupère tous les résultats d'enveloppe ELU, ELS et qui fait la vérification pour chaque position de la dalle avec la norme, avec le calcul des armatures requises à l'ELU ou à l'ELS. On verra les résultats de ce qui est le plus dimensionnant. Voilà, donc les ratios d'armature qui vont nous être donnés, ce ne sera pas forcément que de l'ELU, ça pourrait aussi être dimensionné en fonction de critères ELS. Voilà, donc le calcul va prendre quelques secondes. On voit ici le temps écoulé. On peut avoir sur les combinaisons comme tout à l'heure une estimation du temps restant. Et voilà, une fois validé, on va avoir les résultats qui apparaissent avec l'interface graphique qui se met à jour et le navigateur résultat à gauche qui sera disponible pour choisir le type d'affichage qu'on souhaite analyser. Également, on aura la visualisation des résultats dans le tableau ici en bas. Voilà. Donc, par défaut, le module vérification du béton affiche des ratios supérieurs à 1, inférieurs à 1, incalculables en fonction de certains critères. Nous, on va regarder directement les armatures. Donc, je sélectionne ici dans le navigateur à gauche la catégorie armature sur les surfaces et on a trois types de résultats. On va tout d'abord regarder les armatures requises longitudinales et on peut activer les armatures requises supérieures dans la première direction. Au niveau de la direction, on peut avoir un renseignement directement visuel avec la flèche ici qui indique la direction de calcul. Donc ici, on est sur les armatures supérieures requises dans le sens de la plus petite portée. Dans la deuxième direction ici, c'est plutôt la plus grande portée. D'ailleurs, on voit des armatures plus élevées. Et les autres options, c'est bien les armatures requises inférieures qui sont plus importantes en travée, alors que les autres, c'était sur appui. Donc voilà, on pourrait documenter directement nos rapports d'impression avec ce type d'affichage des armatures requises pour avoir directement les réelles valeurs d'armature dont on a besoin. Également, donc là, on va se focaliser après sur les armatures à définir, mais pour avoir des vérifications complètes et valides, ce qui n'est pas le cas ici, on doit définir précisément les armatures de la surface. Donc c'est ce qu'on va faire puisqu'on a vu sur par exemple les armatures supérieures, on a des zones de singularité, on a besoin de rajouter des armatures.
Et en plus, après, les armatures qui vont être réelles vont être utilisées pour la vérification de la flèche. Voilà, donc ça, on le verra dans une deuxième partie, dans la partie vérification. Donc pour l'instant, on va définir les armatures réelles à mettre en place. On voit déjà ce qu'on a en place dans les armatures prévues, mais on a mis uniquement un treillis. Donc on retrouve la valeur de 5,03 pour chaque direction, que ce soit sur la nappe inférieure ou supérieure. Et donc, les armatures non couvertes, c'est ce qui va nous aider à déterminer les armatures supplémentaires à mettre en place, qui correspondent tout simplement à la différence entre les armatures requises et les armatures mises en place. Donc, on voit bien ici que dans la première direction, sur les armatures supérieures, les zones à renforcer très facilement. On peut également activer les valeurs sur les surfaces pour avoir directement les valeurs qui nous sautent aux yeux pour savoir de combien on doit renforcer. Ok. Pour pouvoir lire les résultats tout en définissant des nouvelles armatures, on va juste paramétrer une option dans la vérification du béton. Donc je reviens ici dans le navigateur données, je fais un clic droit sur le module et je clique sur paramètres. Ici, on a bien les calculs ELU et LS et c'est les résultats du cycle de vie où l'on va désactiver la suppression des résultats. Donc en désactivant, ça nous permet de conserver les résultats tout en modifiant les armatures. Ok. Voilà, donc les armatures, on les définit ici dans le navigateur données. On a ici le treillis. On peut faire un clic droit sur armature de surface, nouvelle armature de surface. Ok, donc comme c'est que sur certaines zones qu'on doit définir des armatures supplémentaires, on va choisir le type de position rectangulaire libre. Les surfaces, on va les sélectionner. Donc c'est la 13 et la 14. OK, donc j'ai sélectionné ici en haut à droite. Le type d'armature, on va rester sur des barres pour définir des armatures automatiquement. Là ici, je vais désactiver l'attribution en bas puisque je vais ajouter uniquement les armatures au niveau des appuis. Le diamètre, on peut sélectionner ici dans la liste. On va activer également les armatures transversales additionnelles. Donc dans chaque direction, je rajoute des barres de 20. Et pour laisser le programme le faire automatiquement, je vais choisir ici dans la liste espacement l'option automatique. J'ai une nouvelle boîte de dialogue qui apparaît dans laquelle je dois définir l'espacement minimal et maximal. Donc on va laisser à 10 cm et 30 cm par défaut. Et je vais juste modifier l'incrément à 5 cm. OK. Et on va faire pareil pour la deuxième direction. Je resélectionne ici l'option automatique pour l'espacement et je modifie l'incrément à 5 cm. Voilà, donc le programme pourra déterminer automatiquement l'espacement en fonction des armatures requises et du diamètre prédéfini ici à 20 mm. Au niveau de l'emplacement, je sélectionne l'onglet direction et position et je peux choisir l'option ici centre et côté du rectangle. Donc je vais définir une armature de 3 mètres par 4 mètres et je sélectionne ici le centre au droit du poteau. Voilà. Je peux cliquer sur appliquer et je vais rester dans la boîte de dialogue, mais voilà, on a un visuel sur les armatures supplémentaires que l'on est en train de mettre en place. Donc, on va en définir d'autres. Je vais cliquer en bas à gauche dans cette boîte de dialogue pour copier les armatures de surface. Et je vais modifier ici la hauteur des armatures à 3 mètres. Donc, cette fois-ci, on est sur une nappe de 3 mètres par 3 mètres. Et le centre de cette nappe, je vais la définir ici en bas. Je vais copier à nouveau. Et cette fois-ci, je sélectionne le point en haut. Je valide et j'ai un visuel sur mes armatures que je viens de définir. Ok, on va pouvoir les copier sur la droite, donc je peux les sélectionner avec la touche CTRL et c'est comme des objets classiques, donc des barres, des surfaces, des nœuds, etc. Je peux les sélectionner et les déplacer, copier. Donc je clique sur l'option ici dans la barre d'outils, déplacer, copier les objets sélectionnés et on a ici la possibilité d'activer une copie. On va sélectionner deux copies. Le vecteur de déplacement, on va le sélectionner entre le nœud ici et le nouveau nœud d'emplacement.
OK, donc un déplacement de 5,4 mètres et je peux valider. Voilà, donc on peut rapidement de cette façon mettre en place les armatures. Donc ça, c'est pour la première direction. Je reviens dans le navigateur résultat, j'active la deuxième direction. Donc on voit ici que ça correspond aussi, mais on voit que dans le coin inférieur de la dalle ou au niveau du bord, on a également des armatures à ajouter. Donc je vais sélectionner la dernière armature, je vais cliquer sur copier et au niveau de la direction et position, je vais modifier l'emplacement. Donc je sélectionne ici graphiquement le centre à ce niveau-là. OK. Je peux cliquer sur copier et la nouvelle armature, je vais la définir tout en bas ici dans le coin. OK. Voilà deux nouvelles zones d'armature que l'on a définies. Très bien. Pour les premières armatures que j'ai définies, je les avais définies dans la première direction, mais on voit que dans la deuxième direction, j'ai pas besoin d'armature. Donc on va pouvoir les sélectionner et désactiver les armatures dans la deuxième direction. Donc avec la touche contrôle, je sélectionne toutes mes armatures que je souhaite désactiver dans cette direction. Je double-clique dessus et ici je désactive l'option armature transversale additionnelle. OK. Et là, on voit bien qu'on a les armatures dans une seule direction. Et si je reviens dans la première direction, donc voilà, cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est les deux nouvelles que j'ai mis ici dans le coin inférieur qui ne sont plus utiles dans la première direction. Donc pareil, je double-clique sur les deux armatures que j'ai sélectionnées. Je désactive les armatures transversales additionnelles. Par contre, il faut que je modifie la direction d'armature, non pas dans la première direction, mais dans la deuxième direction. Donc ça, je peux le faire dans l'onglet direction et position. OK, voilà, donc on a bien les armatures dans la deuxième direction. Très bien. Au niveau de la deuxième direction, si on regarde un peu plus en détail, on a également des valeurs d'armature à disposer entre les treillis qu'on a ajoutés. Donc on va pouvoir définir une nouvelle armature. On voit ici la valeur à peu près de 2,8. On va retourner dans le navigateur données. On refait un clic droit sur armature de surface, nouvelle armature de surface. Donc cette fois-ci, je connais à peu près la valeur. Je peux mettre ici un diamètre de 8 avec un espacement de 0,2. Pardon, un diamètre de 14 avec un espacement de 0,1. OK. On sélectionne bien la surface ici, les deux surfaces, 13 et 14, très bien. Et on va désactiver l'attribution ici en bas. OK. Et par contre, la direction, c'est pas la première. Ce que je regardais, c'était la deuxième direction. Maintenant, je n'avais pas sélectionné rectangulaire libre. Donc, je resélectionne le type de position rectangulaire libre. Et je vais sélectionner cette fois-ci les points d'angle du rectangle. Donc, je clique sur ce bouton pour sélectionner graphiquement deux coordonnées. Je vais sélectionner par exemple ici et la diagonale à ce niveau-là. Si je valide, je vois ici la mise en place de mes armatures dans cette zone. OK. Très bien. Au niveau des résultats d'armature inférieure, je peux retourner ici dans le navigateur et cette fois-ci, on voit les armatures requises inférieures en plus. Donc ici, dans cette zone, on est sur un maximum de 2,25 et dans la deuxième direction, on est sur 3,64. Donc on va devoir définir dans toutes ces zones des armatures inférieures. Donc on va sélectionner la dernière armature, on va cliquer sur copier. On va désactiver l'attribution en haut pour bien réactiver l'attribution en bas de ces armatures. On va partir sur un diamètre de 8 mm avec un espacement de 0,2. Voilà, donc on est à peu près à 2,51. Au niveau de la direction, on va resélectionner la première direction qu'on a regardée tout à l'heure. Et les positions d'armature, je vais à nouveau sélectionner graphiquement deux coordonnées. Je peux sélectionner ici le centre et le coin de ma dalle. Voilà.
pour mettre en place mon armature. On va cliquer sur copier les armatures à nouveau. Cette fois-ci, on va activer des armatures additionnelles, transversales. On va passer sur un diamètre de 12 dans les deux directions. Hop. Et avec un espacement de 0,2 également. Voilà. Dans l'onglet direction et position, on reste bien ici sur la première direction, pardon. Et je vais sélectionner graphiquement ici, voilà, donc la zone au milieu de la dalle et le coin inférieur. Et si je valide, voilà, on voit visuellement la mise en place de nos armatures. Ok, on va pouvoir relancer le calcul. Je reviens dans le navigateur données. Je peux refaire un clic droit sur le dossier du module, paramètres, et je peux supprimer les résultats additionnels en modifiant les données. Cette action requiert la suppression du module vérification du béton. Souhaitez-vous continuer? Oui. Voilà. Au niveau des armatures, si on souhaite vérifier ce qu'on a mis dans chaque couche, inférieure, supérieure, on peut le vérifier dans le navigateur affiché. Ici, dans le dossier type pour la vérification du béton, on a la catégorie alignement d'armature. Et si je désactive les armatures supérieures, voilà, on voit ici les nappes de treillis supplémentaires sur la couche inférieure. Et inversement, si je désactive les couches inférieures, on voit ici les armatures supérieures mises en place. OK. On va désactiver l'affichage de toutes les armatures pour se focaliser sur les résultats. Et on peut relancer ici dans le tableau, afficher les résultats. Et on a la boîte de dialogue qui se lance à nouveau. Cette boîte de dialogue, désormais, elle affiche 2 fois le module béton. La première fois pour calculer les armatures requises comme initialement. Et on va donc voilà, on va avoir un calcul de quelques secondes qui va aboutir. Donc le calcul en fonction de la position de l'armature, du diamètre, etc. On a voilà, cette première vérification qui est effectuée. Et la deuxième vérification qui est en cours à l'instant, c'est l'incrémentation automatique pour trouver les diamètres ou les espacements afin de couvrir du coup les armatures requises calculées. Donc ça va dépendre des paramètres qu'on en a définis. Ici, dans notre cas de figure, on a choisi un diamètre de 20 et le logiciel va choisir en commençant avec un incrément à 30 cm et ensuite à 25 cm, 20 cm, 15 cm, puis 10 cm puisqu'on a défini l'incrément tous les 5 cm. Et une fois qu'il a pu trouver toutes les armatures, il va nous afficher les résultats d'armatures requises et aussi la différence, voir si il nous manque des armatures. Voilà, quelques secondes. Ici avec le partage d'écran, le calcul peut être plus long. Très bien. Donc voilà, le calcul arrive à son terme et on va avoir les résultats qui s'affichent. On a vu tout à l'heure dans les tableaux certains calculs qui n'étaient pas passés et on va voir que cette fois-ci, en ayant défini les armatures précisément, on va pouvoir valider certaines vérifications de calcul du béton selon l'Eurocode 2. Voilà, donc on voit ici dans le tableau certaines formules. Ici, on a encore des données incalculables. Il s'agit de détails d'armature sur des armatures d'effort tranchant, mais qui ne sont pas disponibles, mais puisqu'on a dépassé le ratio. Si je masque ici l'affichage des détails de disposition d'armature, on voit qu'on a une seule vérification qui ne passe pas à l'effort tranchant. On pourrait ici regarder les résultats pour voir ce qu'il faudrait modifier. Mais on le verra également à la fin sur la partie poinçonnement.
Donc ici, je retourne sur mes armatures non couvertes. Je suis bien à 0 dans toutes les directions en couche inférieure et supérieure. Donc je peux maintenant me focaliser sur la partie vérification. Ici que je vais sélectionner dans le navigateur résultat, ALU. Voilà. Je sélectionne la première direction supérieure. On voit ici des ratios qui sont inférieurs à 1. On va pouvoir désactiver les valeurs sur les surfaces. Dans la deuxième direction, pareil, inférieur à 1. Et en couche inférieure, ici, dans la première direction et dans la deuxième direction. Voilà, donc tout est validé pour les armatures longitudinales. On peut également regarder les résultats à l'ELS. Donc, c'est la catégorie en dessous. On a par exemple les ouvertures de fissures qu'on peut afficher ici, les diamètres limites, les espacements limites et les armatures minimales. Donc, pour les ouvertures de fissures, pareil, je vois ici un ratio qui est inférieur à 1 et je peux afficher le détail avec les ouvertures de fissures en millimètres, ici principalement sur appui, en couche supérieure de la dalle, et entravé ici avec les ouvertures sur le côté inférieur. Voilà, donc bien sûr, le calcul de ces ouvertures dépend des diamètres d'armature et espacements d'armature déterminés automatiquement. Si je souhaite voir ce qui a été défini, je peux retourner dans le navigateur données sur mes armatures automatiques. Je vois ici dans la colonne déterminer les valeurs qui ont été calculées par le logiciel. Ensuite, je pourrais cliquer ici sur copier la valeur déterminée pour chaque direction pour valider l'entrée. Pour le faire pour toutes les armatures automatiques, je sélectionne ici avec la touche majuscule dans la liste les armatures de surface numérotées de 2 à 12 et je vais cliquer sur le bouton en bas de la liste sur copier les valeurs calculées automatiquement. Voilà, donc en cliquant dessus, je vois ici mes armatures qui reprennent les données calculées comme une donnée d'entrée. Et si je clique sur OK, ça ne supprime pas les résultats puisque ce sont les mêmes valeurs. Les résultats ne sont pas supprimés, on a juste validé l'espacement comme une donnée d'entrée des armatures. OK, on va pouvoir passer à la vérification de la flèche. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je vais dans la boîte de dialogue de la surface, j'ai la possibilité de paramétrer la flèche. Donc, je vais sélectionner par exemple la première surface ici et on va aller dans l'onglet flèche. Par défaut, le type de surface est bien supporté au début et à la fin, ce qui est valable dans la plupart des cas. Au niveau du type de définition de la longueur, on est sur manuellement, sauf que la longueur ici est définie par défaut à 5 mètres. On peut cliquer sur cette icône pour sélectionner graphiquement la longueur de référence à partir d'une ligne. Donc, si on clique ici, on va pouvoir sélectionner par exemple cette ligne qui correspond à la plus grande longueur entre deux appuis pour la surface. Donc, je sélectionne la ligne et j'ai la longueur de 8 mètres et 20 cm qui est bien définie. Je clique sur OK. Donc, forcément, ça va supprimer les résultats de la vérification du béton. OK. On va définir pareil pour la dalle en porte-à-faux. Je double-clique sur la dalle, donc sur la surface numéro 14. Dans l'onglet flèche, cette fois-ci, le tube de surface, je vais modifier en porte-à-faux pour avoir le bon critère. La longueur de référence, pareil, je peux sélectionner cette fois-ci entre deux nœuds. Donc je sélectionne ici un nœud au niveau de l'appui et un autre nœud au niveau du bord libre. Et je suis sur une longueur de référence de 2,65 m. OK. Au niveau de la flèche, je vous ai dit que ça va prendre en compte aussi le fluage et le retrait. Je peux venir les activer dans le matériau. Donc je vais dans le navigateur données. Et dans les objets de base, je vais pouvoir double-cliquer sur le matériau numéro 2. Le matériau numéro 1 est en fait appliqué aux éléments barres, par exemple. Notre matériau 2, ici, s'applique pour notre surface. Je vais aller dans l'onglet Propriétés du béton dépendant du temps. On peut ici activer le fluage et le retrait avec des données par défaut qu'on va valider ici avec l'âge du béton à la fin du dessalement et l'âge du béton au moment du chargement. Ici, on n'a pas d'information puisqu'on est le matériau n'est pas attribué à la section, donc on va choisir l'épaisseur et on a bien ici une visualisation du coefficient de fluage ou alors des déformations possibles.
Voilà, donc on active le fluage et le retrait, ça va supprimer donc les résultats. OK. Avant de lancer la vérification ELS, on va juste reparamétrer les critères de flèche. Donc dans le navigateur données, je vais redouble-cliquer sur la configuration pour l'ELS et on va réactiver le calcul de la vérification de la flèche avec deux valeurs de critères, soit sur un élément maintenu des deux côtés, soit sur un élément porte-à-faux. Ici, on a la même critère de L sur 250, mais en fonction de certaines spécificités de la norme, on pourrait modifier cette valeur, par exemple à L sur 500 si on est sous des éléments fragiles. Voilà. On va voir également qu'on a une petite option ici qui est activée, c'est la résistance du béton entre les fissures. Donc, avec la résistance en traction, on va voir l'impact de cette prise en compte avec une explication dans le PPT. Et on va désactiver la détermination des armatures longitudinales puisqu'on a validé ici nos armatures supplémentaires avec les vérifications. Donc, on valide. OK. Et on va pouvoir lancer la vérification. On va également lancer des nœuds au poinçonnement ici. Donc, dans l'onglet Objet à calculer, on va ici cliquer sur Sélectionner graphiquement le nœud. On peut faire une sélection autour des trois nœuds au centre de la dalle. OK. Donc là, ils sont bien dans la liste à calculer. Pour voir leur paramétrage, donc c'est comme pour une surface, je peux les sélectionner, double-cliquer sur l'élément. Voilà, et on voit bien les propriétés de calcul qui sont activées pour le poinçonnement. Et dans l'onglet Vérification du béton, on peut cliquer sur Modifier la configuration pour voir dans l'onglet Poinçonnement les paramétrages possibles selon la norme. Sur la charge de poinçonnement au niveau des poteaux, au niveau des voiles, le facteur bêta pris en compte soit de façon entièrement plastique, soit en fonction de facteurs de la figure 6.21N de la norme, etc. Voilà, de nombreux paramètres qu'on va laisser ici par défaut. Voilà. On peut cliquer sur afficher les résultats pour relancer le calcul. Comme on a modifié la prise en compte du fluage et du retrait, on a toutes les combinaisons qui sont recalculées à nouveau. On a le béton qui est également calculé et on va voir que les combinaisons quasi permanentes sont recalculées une seconde fois pour prendre en compte la rigidité fissurée du béton. Donc je vais pouvoir vous donner plus d'explications directement dans le PPT. Donc, en effet, pour le calcul de la flèche, une fois que la vérification du béton est faite, on a un nouveau calcul de décombinaison pour prendre en compte l'état fissuré dans le calcul de la flèche. Donc ça, c'est bien un calcul selon la norme Eurocode 2 sur le paragraphe 7.4.3, donc qui correspond au paragraphe de la vérification des flèches. Les paragraphes précédents, 7.4.1 et 7.4.2, correspondant plutôt au calcul des ouvertures, des fissures et de diamètre limite. Ce paragraphe explique la prise en compte de l'état fissuré à l'aide d'un coefficient de distribution, ici. Donc, le premier cas de figure, c'est si on n'a pas de rigidité en traction du béton, on a alors soit une section ou une épaisseur de béton dans un état non fissuré, donc avec le coefficient égal à 0, soit entièrement fissuré avec le coefficient égal à 1. Donc dans la courbe qu'on voit ici à côté, ça correspond à la courbe verte ou à la courbe bleue. Donc en effet, en fonction du chargement qui pourrait provoquer un dépassement de cette résistance en traction, on a soit la première courbe qui comprend un état non fissuré, voilà, sur la première partie, et une fois dépassé cette valeur d'état fissuré, on considère qu'on est entièrement fissuré. Sinon, si on prend en compte la rigidité en traction, donc voilà la différence des deux courbes, c'est la prise en compte de la rigidité en traction, on voit qu'on va être sur le même cas de figure, donc en dessous d'une valeur qui provoquerait le dépassement de la résistance en traction, on est sur un état non fissuré, mais au-delà de cette valeur, on va être sur un état intermédiaire, donc fissuré, qui va être une valeur comprise entre 0 et 1.
et qui va être calculée, donc c'est la rigidité efficace de la section qui va être calculée à l'aide des deux valeurs à l'état fissuré et à l'état entièrement fissuré. On va calculer cette rigidité efficace et cette rigidité efficace, elle est calculée dans le logiciel pour chaque position en fonction de ce qu'on a vu précédemment, des armatures prévues dans la section ou dans l'épaisseur de la dalle. Cette épaisseur de la dalle pour connaître également la hauteur de la zone qui est en compression. Et bien sûr, en fonction des propriétés de matériaux et du fluage et du retrait. Voilà. Donc, ici, on a le calcul qui est terminé sur la vérification du béton, où on a cette fois-ci activé la flèche. Voilà, donc on a les résultats qui apparaissent. On a toujours donc à l'ELU les problèmes de résistance à l'effort tranchant qu'on pourra avoir avec le poinçonnement. Et au niveau de l'autre vérification, on a la limitation de la flèche qui est un ratio dépassé, mais on a bien le calcul selon la partie 7.4.3 qui est effectué. Pour avoir plus d'informations, on peut double-cliquer sur la ligne de calcul et on a ici toutes les informations sur le calcul qui est effectué. Donc on a le ratio final, on a les valeurs de flèche, ici la flèche finale, voilà, et à droite on a toutes les formules qui sont utilisées pour calculer les rigidités efficaces. On retrouve également le détail du calcul des rigidités dans la partie ici de détail, par exemple sur la flexion, paramètres géométriques, direction une d'armature. On a l'état non fissuré et l'état fissuré avec les données d'auteur efficace, etc. Voilà, donc tous les détails ici. Au niveau des résultats graphiquement, donc on voit ici la zone dont le ratio est dépassé. On peut activer les valeurs sur les surfaces. Alors là, on a trop de valeurs, on va juste activer les extrêmes. Je peux venir ici dans la partie inférieure du navigateur, valeur sur les surfaces, et on va activer valeur extrême. OK. Et donc là, on voit ici nos ratios. On va activer, voilà, ici, pardon, la vérification de la flèche qui est dépassée ici, avec la valeur maximale au niveau du porte-à-faux. Donc ça, c'est le ratio qui est supérieur à 1. Et on peut également afficher directement la valeur de la flèche avec une flèche de 42,8 mm, donc au-delà de 4 cm. Donc pour valider la vérification à la flèche, on pourrait augmenter l'épaisseur de la dalle, réduire la portée, ou alors rajouter des armatures en nappe supérieure, puisque les armatures sont prises en compte dans le calcul de la rigidité et donc dans le calcul de la flèche en état quasi permanent, en situation quasi permanente. Donc cette flèche, elle est de 42,8. Elle est différente d'un calcul statique, puisque si je me mets ici sur la situation de projet quasi permanente, que je regarde les résultats d'analyse statique, voilà, on est sur les déformations et on était sur une déformation de l'ordre de 7,6 mm. Donc le module vérification de béton prend bien en compte un état fissuré dans la vérification et surtout dans le calcul de la flèche, avec une différence notable entre un calcul à l'état non fissuré et à l'état fissuré. Voilà, donc on va revenir sur la vérification du béton et enfin un dernier mot sur le poinçonnement. On a activé la vérification. On retrouvera, alors là je peux désactiver la vérification, on peut retrouver les armatures requises pour les nœuds, ici, avec les armatures longitudinales supérieures. On voit une valeur de 15 cm² par mètre dans les deux directions supérieures. Et en inférieur, on n'a pas besoin d'armature. Et pareil, on pourrait afficher des résultats d'armature de poinçonnement, mais là qui ne sont pas requises. Et au niveau des armatures prévues, on peut voir les armatures mises en place qui couvrent les armatures requises pour la vérification au poinçonnement. OK. Voilà pour la vérification des dalles et justement pour
faire une transition sur les évolutions à venir au niveau du poinçonnement. On aura la possibilité plus tard de définir les armatures de poinçonnement directement de cette façon, avec le nombre de périmètres d'armature que l'on définit, l'espacement entre ces périmètres, l'espacement A, le nombre d'armatures par périmètre, etc. Et on pourra le faire aussi de façon automatique, comme pour les armatures surface. Au niveau des barres, on travaille également à avoir les armatures automatiquement proposées par le logiciel pour les barres. Et également un gros changement important à venir dans la version RFM6, c'est la prise en compte de la non-linéarité du béton, donc que ce soit la non-linéarité physique ou géométrique, qui sera directement implémentée dans l'analyse éléments finis dans chaque combinaison, avec la possibilité de prendre en compte des diagrammes personnalisés. Bien sûr, toujours aussi la prise en compte du fluage et du retrait avec cette fameuse rigidité efficace pour la traction en béton. Également, au niveau du calcul sismique, on a aujourd'hui la possibilité de générer automatiquement les voiles de cisaillement et les poutres-cloisons, mais on va implémenter plus tard également les règles de calcul pour ce type d'éléments, avec notamment des armatures spécifiques pour ce genre d'éléments, des armatures diagonales. Et enfin, la résistance au feu est disponible pour les poutres et les poteaux selon le chapitre 5 de la norme. Mais pour les surfaces, une analyse thermique selon la méthode élément fini est en cours de développement pour pouvoir également les calculer. Et enfin, le module fondation en béton est en cours de développement, surtout avec un gros travail pour l'intégration de l'interface, l'intégration du module dans l'interface utilisateur, qui va permettre de pouvoir prendre en compte ce type d'éléments et de les vérifier automatiquement dans le programme. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour accéder aux services en ligne gratuits, que ce soit sur des FAQ, des articles techniques, des modèles à télécharger, etc. Notre chaîne YouTube qui comporte de nombreux webinaires sur le béton déjà, avec le béton fibré, le béton avec le calcul sismique qui sont déjà en ligne. Également, vous avez la possibilité de télécharger la version d'essai directement sur notre site en ligne ou d'avoir des informations grâce à la boutique en ligne. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à soit consulter donc notre site web, soit nous contacter directement par téléphone ou à l'adresse mail indiquée ici pour avoir soit une demande de démonstration ou des informations spécifiques sur certains modules. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas à remplir l'évaluation à la fin du webinaire pour nous indiquer des améliorations possibles et ce que vous avez pensé de notre webinaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.